design. Guillaume Foissac, effectivement, vous avez ce commun d'avoir fait, ou en tout cas d'intervenir dans cette école qu'évoquait Rami, qui a formé Rami. Vous êtes responsable, vous, du département design expert à la direction, rattaché à la direction de l'innovation chez EDF. On a commencé à le dire tout à l'heure, ça dit beaucoup, finalement, de la façon dont perçoit, appréhende le sujet de l'innovation et du design une maison comme EDF. Racontez-nous, il y a un certain nombre de projets sur lesquels vous travaillez, ils sont nombreux, vous avez choisi d'en retenir 2 parmi 6 majeurs sur lesquels vous bossez. Racontez-nous. Oui, merci. Parlez bien fort dans le micro, il faut que ça fonctionne pour que nos amis vous entendent tout au fond. Au besoin. C'est mieux là? Ouais, oui, c'est beaucoup mieux. Ouais, parfait. Mieux, et collez-le bien à votre jolie barbe, et comme ça, on va vous entendre. Super. Merci pour le commentaire. Je pense que c'est intéressant de revenir un peu sur quelques aspects que Rami vient d'évoquer notamment, et qui ont été évoqués aussi un peu avant. Alors déjà, la spécificité du design au sein du groupe EDF, c'est qu'il est apparu au sein de la recherche et développement. Donc il n'y avait pas de designer littéralement au sein du groupe d'EDF, on parle de 150 000 personnes, et 0 designer. Et donc, de façon assez curieuse, il apparaît en recherche et développement, là où dans la plupart des industries, il apparaît plutôt spontanément dans des milieux plutôt industriels, liés à la production, etc., de biens, de services, de façon assez pragmatique. Et donc là, il y a eu un pari qui avait été fait à l'époque, qui est de dire le design peut arriver à contribuer à son modeste niveau à une démarche de recherche, d'expérimentation, d'exploration, d'innovation, etc. Et le pari peut-être que certains pensaient perdu ou espéraient perdu, il a fini par essayer de trouver un sens. Le design essayant de démontrer à travers différentes personnes qui ont travaillé dans ce laboratoire-là, une capacité en tout cas un intérêt, une curiosité, une envie, une passion à essayer de questionner la future et la façon dont on pouvait le penser un peu différemment, en ne prenant pas comme déterminant uniquement une forme de performance technique ou économique exclusivement, mais aussi des performances qui seraient plus multiples, plus plurielles, performances d'usage bien sûr, mais des performances aussi culturelles, si je puis dire, des performances sensibles, émotionnelles, sociétales, environnementales bien sûr. Et donc tout ça, ce sont des paramètres qui dans une société, je parle au sens large du terme, peut être parfois un peu absent ou un peu siloté, mais que le design essaie de convoquer dans ces modes d'exploration. Et donc nous, on a réussi on a essayé de statuer notre position comme c'est écrit ici. Ma première image est un texte, puisque c'est les mots qui permettent, je pense, d'engager une forme de discussion sur un postulat qui consiste à dire que notre mission est d'explorer, je vais le lire littéralement, par le design, les usages futurs émergents d'une énergie neutre en carbone. Nos projections visent à rendre accessibles des solutions d'avenir au plus grand nombre, tout en préservant les équilibres sensibles qui nous préexistent. Donc il y a un certain nombre de mots qui sont importants dans cette phrase-là, en tout cas que moi j'ai mis beaucoup de temps à sélectionner, à écrire, parce qu'en fait ça fait longtemps maintenant qu'on essaie de trouver notre position, de qualifier ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on fait, le sens un peu de tout ça, parce qu'on est nous-mêmes très indéterminés sur notre métier, on est en recherche permanente de notre position, et donc la raison d'être, quoi. La raison d'être, notre raison d'être, exactement. Et donc le premier terme, c'est explorer. Donc ça a longuement été dit, notamment par Rami, c'est la capacité, en tout cas l'envie, la naturalité quelque part du design à aller se projeter dans un futur. Alors ça peut être un futur plus ou moins lointain, mais en tout cas c'est quasiment un appel, assez direct de notre profession à aller voir vers ce futur-là et à essayer de trouver, de déceler des choses qui seraient plutôt positives, mais dans ce caractère positif, d'en montrer aussi toutes les frictions. Et ça, c'est vachement intéressant, c'est vachement important. Il ne faut pas qu'on soit dans une utopie un peu naïve de tout cela, mais c'est la capacité à pouvoir, bien sûr, rêver le futur, mais aussi anticiper toutes les frictions, tous les points de contact, toutes les choses qui vont être complexes à mettre en œuvre. Et ça, il faut comme ça a été dit, il faut aussi les révéler, les montrer, en discuter, en trouver des issues, etc., etc. Donc cette exploration-là, elle est fondamentale. Nous, on s'intéresse aux émergences. Les émergences, ce ne sont pas des tendances. Les tendances sont des choses qui sont établies, qu'on peut discuter largement entre nous, qui sont des choses qui sont déjà ancrées dans un quotidien parfois et qui sont assez clairement décrites. Les émergences sont des choses qui sont beaucoup plus ténues, qui sont beaucoup plus fragiles, éthérées, qui sont parfois contradictoires, mais très souvent contradictoires les uns avec les autres, et qui nous imposent un regard sélectif, je ne vais pas dire subjectif, mais sélectif sur ce qui se passe dans la société, et d'en sélectionner une partie, de se dire, si cette émergence-là se prolonge, il peut y avoir une tendance de fond qui arrive demain. Et donc ça, nous, on s'intéresse à ça. On s'intéresse à des petites choses, des petits phénomènes qui sont marginaux pour l'instant, qui sont vus comme marginaux dans la société, mais aussi dans notre société, que le groupe EDF ne veut pas voir,
Et on a mission d'aller les explorer, voilà, d'aller ouvrir ces émergences-là et de voir ce qu'il y a derrière tout cela. Y compris sur des choses qui nous dérangent, qui vont faire mal au groupe, qui vont faire mal à tout cela. J'ai plein d'anecdotes à raconter là-dessus. On va parler d'un projet éventuellement tout à l'heure qui m'amènera à témoigner qu'au début, quand je présentais cette thématique-là en interne, le directeur de la R&D me disait, littéralement en réunion, il me disait « brûlez-moi ça, je ne veux pas voir ça ». Voilà. Donc, ok, très bien. 2 ans après, on monte une exposition, 120 mètres carrés, qui est venue ici, Autonomie, qui était donc hébergée dans voilà, le headquarter du fameux directeur de la R&D. Donc, il a fini par devoir faire quasiment l'inauguration de cette exposition-là, qui était la même thématique qu'il avait voulu brûler il y a 2 ans avant. Mais parce qu'on est aussi, avant tout, et moi je le caractérise comme ça, on n'est pas des designers intégrés, on est des designers infiltrés. On est là pour changer en fait les modèles de société et avant tout notre propre société à nous. Donc dans une perspective d'amélioration à différents niveaux, mais voilà, on n'est pas là pour flinguer le truc, hein, on n'est pas là pour descendre le système, on est là pour le rendre peut-être un peu plus vivant et le rendre anticipant des grands phénomènes qui vont être devant lui et parfois qu'on ne voit pas, au service vraiment du plus grand nombre. Moi, ce qui m'a fait venir, en quittant l'ANSSI, ce qui m'a fait venir à EDF, c'est cette utopie que j'avais en moi, qui était de dire, si je veux participer à mon modeste niveau à une évolution de la société, ben, peut-être que j'ai intérêt à me mettre dans ces grands groupes qui ont l'occasion, voire la responsabilité de toucher un grand nombre de personnes. Donc si je veux avoir un modeste impact là-dessus, ben, peut-être qu'il faut que je sois infiltré là-dedans, peut-être. Voilà, et c'est ce qui m'a motivé initialement à tout cela en quittant l'ANSSI. On va découvrir vos projets concrètement. Juste avant, à quoi ça ressemble? C'est un laboratoire, il y a quelques centaines de mètres carrés qui sont consacrés. Vous faites des prototypages, de la petite série. Vous avez travaillé avec la vidéo. Comment ça fonctionne très concrètement? Oui, voilà. Bon, alors quelques mots. Hein. Les moyens matériels, en effet, sont tels que vous les décrivez. Donc là, on a beaucoup de matière, de matériaux, de machines. On a 500 mètres carrés de laboratoire, etc. Beaucoup de moyens. Ça c'est en effet important, mais permettez-moi juste de revenir sur un dernier terme de ma phrase, et avant de passer au projet, je vous montrerai un peu quelques démonstrations, enfin démonstrations je ne sais pas, mais exemples, parce qu'on n'est jamais au bout de nos démonstrations, on a toujours l'impression qu'on rate l'objectif, je le dis avec toute sincérité, toute franchise. La dernière partie de la phrase, c'est en préservant les équilibres sensibles qui nous préexistent. Alors j'aime bien cette partie de la phrase, parce qu'en fait elle est assez curieuse à lire, difficile à lire, mais elle témoigne d'un souci qui doit être fondamental, voilà, pour tout acte de création, voilà, sans doute. C'est la conscience de paramètres multiples qui sont préexistants à notre intervention. Intervention donc, qui peut arriver parce qu'on va nous demander d'intervenir sur un sujet, et donc il faut qu'on fasse attention à comment est-ce que ce sujet-là a été traité il y a 1 an, il y a 1 mois, il y a 1 semaine. Quel était son écosystème, comment il fonctionnait, comment il vivait, quelles interactions il créait, ce projet-là, ce sujet-là, cette thématique-là. Mais ça peut être aussi les équilibres qui étaient à l'œuvre avant la révolution industrielle, il y a 70 ans, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passait avant dans ces territoires-là, voire même avant l'apparition de l'homme sur Terre, j'y vais, voilà, carrément. Voilà, quels sont ces équilibres-là qui nous préexistaient et dont il faut qu'on ait pleinement conscience sur des paramètres économiques, environnementaux, techniques, culturels, sociétaux, émotionnels, ainsi de suite. Et c'est ces équilibres-là qu'il faut qu'on préserve, et qu'il faut qu'on soit vigilant. Quand on intervient sur le futur, on essaie de le faire avec cette conscience-là de tous ces paramètres-là qui sont à prendre en considération. Illustration. Allez. Exemple, on y va. Donc il y a une petite diapo avec 6 exemples, et je vais pas le temps et je vais pas vous imposer une description de ces 6 exemples. C'est comme Rami, hein, une image. Non, c'est une image avec 6 ouais, pages. C'est très bien. On se refait ils sont malins. Bon, alors, on y va. On en choisit 2, par exemple. Ouais. Éclairage et focus sur 2. Alors, ici, là, au milieu, en bas. Donc ça, c'est un des projets que nous avons présenté dans l'exposition Autonomie, donc qui a été une matière, une nourriture aux étudiants que vous avez vu juste avant. On est parti il y a 2 ans sur un projet de recherche où on s'est dit, on partait d'une émergence à l'époque, l'intérêt qu'on voyait poindre de certaines personnes à devenir indépendants énergétiquement. Okay, donc la capacité à produire soi-même son énergie, la stocker et l'utiliser localement. Okay, donc c'était assez marginal. En l'occurrence, c'était il y a 3 ans qu'on a commencé à s'intéresser à tout ça. Et puis c'était assez décrié au sein du groupe EDF. Voilà, c'était quelque chose qu'on ne voulait pas voir.
littéralement. Et donc on s'est dit, très bien, allons-y. Alors regardez ce qui s'y passe là-dedans. Donc assez vite, on s'est rendu compte que c'était pas tant uniquement la question de l'énergie qui était posée dans ces sujets-là, c'était les questions d'indépendance ou d'autonomie de façon globale. On parlait très vite, les gens parlaient de l'alimentation, d'eau, de data, voilà, comment est-ce que je reprends le contrôle sur mes données, etc., je les exploite moi-même, de savoir, de connaissances, etc., etc. Et donc, on s'est rendu compte que la question qu'on avait posée par le fil de l'électricité, ou de l'énergie en l'occurrence, eh bien, elle déployait tout un champ de questionnements sociétaux, à différents niveaux, chez différentes populations, qui étaient beaucoup plus larges que ça. Donc on a très vite rebaptisé le truc autonomie au pluriel, on s'est mis on va le mettre au pluriel, et l'autonomie n'est pas tant à prendre comme une sorte de, on se coupe du reste du monde, etc., mais c'est plutôt la question du choix des dépendances. Okay, c'est comment est-ce que je suis capable de dire, j'accepte d'être dépendant de tel flux, de tels acteurs, etc., etc. Et donc ça, on a développé un projet qui nous a amené à rencontrer tous ces acteurs-là, de la personne qui est en Haute-Savoie, qui vit en totale autonomie et qui consacre chacune de ses heures de sa vie, voilà, à s'en rendre malade, jusqu'à le village qui lui est résilient et qui a développé un réseau sans fil lui-même, Wi-Fi, dont il a l'autogestion et qui donne la gestion à ses concitoyens, jusqu'à un hôtel de luxe qui fait entièrement eau et énergie en local, en hyperlocal. Et c'est un concept, voilà, chambre de luxe là-dedans, etc. On a tout regardé. On est allé voir aussi les low-tech. On a travaillé avec des gens passés dans ici, hein, à Brest notamment, sur le low-tech lab. Et tout ça nous a donné une lecture de cet écosystème-là émergent, tout à fait fascinante. Une fois qu'on a exploré tout ça, on a produit 3 scénarios qui positionnent, non pas forcément EDF, quoi, mais une société, un modèle social sur des villes, sur des villages, sur une ruralité qui serait adaptée, qui aurait muté dans ces contextes-là, avec toutes les frictions que ça suppose. Donc on ne dresse pas un scénario idéal, voilà, où tout est seamless, tout est parfaitement fluide, mais on montrait à travers même des films, des faux témoignages du futur, voilà, des maquettes du futur, des cartographies du futur, et bien comment tout ça s'incarnait réellement. Voilà. Et le dernier exemple. Dernier exemple, voilà. Et on entendra la parole à Régis juste après, merci. Ah non, on peut rester sur le sol. Alors on reviendra, voilà. On revient juste avant, très bien, parfait. Voilà, le futur, c'est demain, enfin, ou c'est aujourd'hui, je sais pas. J'aime beaucoup ce projet-là, qui est très frustre. C'est en haut à gauche. C'est un panneau solaire, vous voyez. Hein. Et bien ça, en fait, c'est un prototype qu'on a développé récemment, qui est extrêmement simple. Il n'y a rien de compliqué. Simplement, c'est un data center qui est entièrement alimenté en énergie renouvelable, panneau solaire. L'énergie est stockée dans une batterie. Et du coup, le data center, donc, qui héberge, soit tu peux faire de l'hébergement de site web ou une antenne relais, je ne sais quoi, donc qui est entièrement en énergie renouvelable. Mais ce qu'on a souhaité faire là-dessus, c'est qu'on a développé ce système-là entièrement en matériaux upcyclés. Donc le panneau solaire est issu d'une centrale solaire qui est en fin de vie. La batterie de véhicule, la batterie qui est à l'intérieur, c'est une batterie de véhicule électrique qui est en fin de vie. Le téléphone portable qu'on jette tous les 2 ans, même pas, et encore ça c'est quand on est consciencieux, eh bien il est utilisé pour remplir le rôle de data center. Tout ça, on l'a entièrement récupéré. Et l'avenir, c'est ça, en fait. C'est de faire avec ce qui a déjà été produit. Il y a 8 fois plus de vêtements en circulation qu'il y a de personnes pour les porter. Voilà. Donc, moi, je ne travaille pas dans l'industrie de l'habillement, mais je sais que, par contre, chez nous, chez EDF, il y a un stock massif de semi-produits qui sont à haute charge et valeur énergétique et environnementale, qu'on peut exploiter pendant longtemps et sur lesquels on peut combler et répondre à des vrais besoins du quotidien. Voilà. Merci Guillaume Foissac pour ces exemples, ces illustrations justement de savoir ce qui est en train de se jouer du côté du département design chez EDF et contribuer bien sûr à ce futur désirable, souhaitable, durable. On retiendra le qualificatif qu'on veut.